Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Seuls 49 partis politiques sont autorisés à exercer désormais en République du Congo. La nouvelle loi électorale entrée en vigueur ce 11 juin exclut 151 autres partis ne remplissant pas les conditions prescrites par la nouvelle loi. Parution du livre L'Afrique à l'ère des choix par Ibrahim Hassan Mayaki, ancien Premier ministre du Niger et secrétaire exécutif du NEPAD. Il est notre invité. Et puis au Mali, le mois de Ramadan rime avec la pratique du sport. C'est l'occasion pour les jeunes de se donner rendez-vous sur les différents terrains de sport de la ville pour des tournois de football. Ils étaient une multitude de partis politiques en exercice en République du Congo. Ils ne seront dorénavant que 49 reconnus. La nouvelle loi électorale publiée ce 11 juin exclut de la scène politique 151 autres partis. Si les autorités voient en cette mesure un moyen d'améliorer la représentativité des formations politiques congolaises, la décision suscite la controverse au sein de l'opposition. Nathalie Mo. Être territorialement représenté avec des sièges sociaux dans 12 départements sont les conditions guidant désormais l'existence des partis politiques en République du Congo. Une réglementation qui exclut d'office 151 partis de l'échiquier politique du pays. La mise en application de la nouvelle loi électorale promulguée en 2017 consacre donc 49 formations politiques pour le Congo. Cependant, leurs noms n'ont pas encore été dévoilés. Organisations de faire des réclamations. Mais dans tous les cas, le problème est mal posé et il est mal réglé. Il suffisait à l'ordre gouvernant d'assainir le jeu électoral. À partir de ce moment-là, des petits partis, dans une élection libre et transparente, les partis vont disparaître seuls. Au sein de l'opposition, cette décision a suscité de vives réactions. Énonçant le principe de non-rétroactivité de la loi, certains leaders ont contesté la mise à l'écart des partis créés avant la promulgation de la présente loi. Notre parti, l'UPRN, a été créé en 1990. La loi de 2017, en réalité, ne nous concerne pas, mais plutôt tous les partis créés après la promulgation de cette loi. Nous vous demandons seulement d'appliquer la loi parce qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Le 11 juin, date de l'application de ce texte, 9 associations politiques sur 300 que compte le Congo ont été maintenues. En réduisant le nombre de partis dans le pays, le gouvernement souhaite impulser l'émergence de grandes formations politiques plus représentatives. Pour un CM, c'est l'extension géographique du Cameroun afin de le rendre accessible à tous. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a baissé le coût d'achat de cette extension de 130 000 francs CFA. Il est désormais à 7 000 francs CFA par an. Objectif, inciter les propriétaires de sites web à s'y enregistrer et à héberger leur plateforme à l'intérieur du pays. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, cette structure chargée de la vulgarisation de l'identité numérique au Cameroun, veut vulgariser le code numérique du Cameroun.cm sur Internet, mais aussi en finir avec les nombreuses difficultés qui déprécient la crédibilité de cette structure. Aujourd'hui, nous avons tendance plutôt à aller héberger, sinon à acheter les noms de domaine, même s'il s'agit du .cm, quelle que soit la nature du domaine à l'extérieur, parce que là-bas, les entreprises qui fournissent ces services-là sont crédibles, fournissent un service de qualité, surtout un service permanent. Toute chose que nous ne retrouvons pas dans notre contexte. Pour les experts et les propriétaires de sites web, la baisse du prix d'achat du domaine .cm de 130 000 à 7 000 francs CFA est certes appréciable, mais cela ne garantit en rien la qualité du service offert. Le nom de domaine d'extension .cm, nous ne pouvons pas être pressés d'y aller parce que nous sommes convaincus que l'accueil ne sera pas des plus agréables. Vous aurez affaire très certainement aux personnes qui n'ont pas encore intégré à leur conscience que le client est roi. Parce que, voyez-vous, quand je prends un point online, comme maintenant je viens de prendre toutes mes intentions, c'est point online, mais je suis suppléé dans une entreprise à l'étranger où, pour peu que j'ai des problèmes, rien qu'à travers le chat, on échange. Ils me disent, écoutez, à ce niveau, procède ainsi. Dès que vous finissez, ils vous demandent est-ce que ça suffit. Selon les statistiques en 2016, l'Antique dénombrait environ 53 500 sites web enregistrés avec le nom de domaine.cm. Face à la réticence des clients, l'Antique promet d'être plus diligente dans le traitement des dossiers d'obtention de ce nom de domaine.
L'Afrique à l'heure des choix, c'est le dernier livre de Ibrahim Hassan Mayaki, secrétaire exécutif du NEPAD, l'agence de développement de l'Union africaine. Il livre une analyse sans complaisance de la situation de l'Afrique, préfacée par l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Ce livre paru aux éditions Armand Collin s'adresse aux jeunes générations qui dans 10 ans gouverneront l'Afrique. Et pour parler de cet ouvrage, nous recevons son auteur Ibrahim Hassan Mayaki, ancien Premier ministre du Niger, secrétaire exécutif du NEPAD et auteur du livre L'Afrique à l'heure des choix, publié aux éditions Armand Collin. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Dans votre ouvrage L'Afrique à l'heure des choix, tout en relevant les progrès économiques accomplis ces dernières années, 400 millions de personnes vivent encore dans une extrême pauvreté. Comment l'expliquez-vous? Alors, on peut l'expliquer par 3 facteurs très simples. Premièrement, la croissance que nous avons connue n'a pas été suffisamment inclusive. Vous savez, cette théorie du ruissellement qui veut que si on croit à des niveaux importants, on peut observer et faciliter un ruissellement. Ça ne marche pas comme ça, et beaucoup d'institutions de recherche l'ont prouvé. Le deuxième, c'est qu'on est dans un processus de transition démographique, avec des taux de croissance démographique qui sont entre 3,8 et 4,2. Et ça fait que l'Afrique va doubler sa population d'ici 30 ans. Et il faut que les infrastructures puissent suivre, de toute nature, qu'elles soient soft ou bien hard. Et évidemment, si elles ne suivent pas, ça crée de la pauvreté. Et le troisième facteur, c'est qu'il y a un certain nombre de questions et de données qui ne sont pas nécessairement prises en compte pour refléter l'autre aspect de la dimension. D'accord. Le PIB du continent ne représente que 3% du PIB mondial. Pourtant, le continent regorge de ressources. Comment expliquez-vous encore cette contradiction? D'abord, le PIB du continent, c'est à peu près 1300 milliards de dollars. Si vous le comparez au PIB de l'Inde, c'est pas très loin. La différence entre l'Inde et l'Afrique, c'est que l'Inde c'est un pays et l'Afrique c'est 55 pays. Alors le fait que l'on soit 55 pays pose un problème de développement et c'est pour cela que j'ai intitulé mon livre Manifeste pour des solutions panafricaines, parce qu'il est évident qu'en ayant des solutions de type régional et panafricaine, on accélérera la solution des problèmes auxquels on fait face. Par ailleurs, dans votre livre, vous dites que les défis dans les 10 prochaines années à venir sont différentes de celles des années précédentes. Quels sont-ils principalement? Alors, les défis, le premier, c'est gérer la démographie pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier d'un dividende démographique. Le deuxième, c'est créer des emplois pour 400 millions de jeunes qui sont déjà avec nous et qui viennent sur le marché de l'emploi et qui vont y venir dans les 30 années à venir. Le troisième, c'est que nous avons un très faible niveau d'industrialisation et c'est l'industrialisation qui va permettre de créer ces emplois. Et le quatrième, c'est que la manière de définir nos politiques publiques doit être réaménagée compte tenu de l'âge médian de notre population qui est de 19 ans. Donc on ne pourra plus gouverner avec une population si jeune parce que les contraintes, les attentes et les nécessités de cette jeunesse se feront sentir de plus en plus. Merci beaucoup, M. Ibrahim Hassan Mayaki. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre du Niger, secrétaire exécutif du NEPAD et auteur du livre L'Afrique à l'heure des choix, publié aux éditions Armand Collin. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité au Mali, si le Ramadan est une période de pénitence, il est aussi une période de réjouissance pour la jeunesse malienne. En effet, après la rupture du jeûne, les jeunes se donnent rendez-vous sur les différents terrains de sport de la ville pour des tournois de football. Plusieurs équipes s'affrontent pendant toute la période du jeûne. Reportage à Bamako de notre correspondant, Mokhtar Bari. Le Mali est connu pour sa forte tradition islamique. Si la période du Ramadan est un moment de dévotion et de sacrifice, elle est aussi une période de solidarité et de réjouissance. Il va sans dire que durant cette période, il est bien plus difficile aux fidèles musulmans de mener certaines activités physiques. Au Mali, pour ne pas se passer de leur sport favori, le football,
Certains jeunes disputent de petites rencontres après la rupture du jeûne. La coupe même s'appelle Coupe Donald. On organise ça chaque année. Nous sommes à notre 5e édition cette fois-ci. Il y a tellement de monde qui sort. Les gens viennent massivement, très massivement, chaque soir pour venir assister au match. Et ça donne du divertissement à tout le monde et les jeunes s'épanouissent. À la tombée de la nuit, le boulevard de l'indépendance de Bamako grouille du monde. Jusqu'à 3 h du matin environ, les équipes de foot s'affrontent dans un tournoi qui oppose des quartiers, parfois des expatriés résidant au Mali. Ce tournoi permet aux jeunes des communes de Bamako d'occuper leur temps, mais aussi de se connaître. Pendant le ramadan, nous sommes à la maison. On passe toute la journée, on jeûne. Donc la nuit, on a besoin de se divertir. Donc le tournoi, c'est un bon truc pour les jeunes, en fait. Il y a pratiquement toutes les communes de la commune 1, commune 2, commune 3, ainsi de suite. Donc on s'est réunis ici, on joue au foot, il n'y a pas de palabre, il n'y a ni rien, et puis on rentre à la maison. Le pilote des différents tournois se joueront à la veille du Ramadan. Ce tournoi qui fait la promotion de l'intégration africaine est aussi une expression de la laïcité. Malgré ces 5 tentatives malheureuses, le Maroc a décidé de persévérer. Le royaume chérifien, qui n'a pas été retenu pour organiser le mondial 2026, sera candidat pour le suivant en 2030. La nouvelle a été officialisée ce jeudi par le ministre marocain des Sports, Rachid Talbi Alami. Le Maroc espère toujours devenir le second pays du continent après l'Afrique du Sud en 2010 à accueillir l'événement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.